Le Sahel, vaste étendue autrefois fertile, aujourd'hui rongée par le sable et la peur. Peut-on vraiment y faire renaître une ceinture verte, transformer ce cimetière d'espoir en poumon vivant? Au Burkina Faso, un projet titanesque, fort de plusieurs millions de dollars, vient de voir le jour, braquant les projecteurs du monde entier sur cette terre meurtrie. Sa promesse: stopper la progression du désert, ramener la vie, offrir un futur là où, depuis des générations, le vent n'a laissé que ruines et exil. Mais derrière la sécheresse, d'autres menaces rôdent: extrémisme, exode, pauvreté. Ce combat, ce n'est plus seulement celui de l'écologie. Il s'agit de la survie même d'un peuple. Le président Ibrahim Traoré, jeune leader déjà contesté, érige ce projet comme un double défi, écologique et politique. Il martèle que le Burkina Faso ne veut pas seulement reverdir ses terres, mais aussi redéfinir sa dignité, s'imposer sur la scène africaine, affirmer sa souveraineté face à un monde qui doute. Pour ses partisans, c'est l'étincelle d'une nouvelle ère, une génération qui ose rêver d'un avenir meilleur. Mais pour d'autres, cette promesse n'est qu'une chimère politique, trop fragile face aux tempêtes du Sahel et aux failles du pays. Car, derrière les millions investis et les discours vibrants, une inquiétude persiste. Ce pari sera-t-il l'aube d'un renouveau ou une désillusion de plus? Si le projet échoue, c'est bien plus que la terre qui sera perdue. L'espoir, la confiance, la foi d'un peuple pourraient s'effondrer. Pour mesurer la vraie portée de cette aventure, il faut d'abord remonter à l'histoire brûlante du Sahel, là où tout s'est joué. Avant de juger ce pari sur l'avenir, replongeons dans le passé tourmenté du Sahel. Comprendre ses blessures, c'est saisir les enjeux véritables de ce projet colossal. Le Sahel, autrefois source de vie, est devenu le théâtre d'une lutte permanente entre survie et effondrement. Cette immense bande de terre traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Tchad, englobant le Burkina Faso. Jadis fertile, elle s'étire sur des milliers de kilomètres, mais chaque saison, le désert avance inexorablement. Les champs disparaissent, remplacés par la poussière et le silence, engloutissant villages, routes et espoirs sur leur passage. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut se rappeler que, dans les années 60, le Sahel était encore une terre de pâturage, où les éleveurs peuls menaient leurs troupeaux en toute liberté. Les marchés regorgeaient de mil, de sorgho, d'arachides. Les fleuves comme le Niger et le Bani étaient des artères vitales pour l'agriculture et la pêche. On raconte qu'autrefois, il suffisait de gratter la terre à la main pour en faire jaillir des graines fertiles. Mais les sécheresses des années 70 et 80, d'une violence inédite, ont tout bouleversé. L'année 1972, par exemple, reste gravée dans la mémoire collective. Des milliers de villages furent abandonnés, des millions d'animaux périrent, et la famine fit des centaines de milliers de victimes dans toute la région. Les photos d'enfants affamés, les files d'attente pour un sac de mil, les témoignages de mères ayant tout perdu hantent encore les mémoires. Les familles fuient leurs maisons, chassées par la sécheresse et la faim. L'eau manque, les récoltes s'effondrent, et beaucoup n'ont plus le choix. L'exil devient leur unique horizon, laissant derrière eux des terres stériles, des souvenirs effacés par le vent. À cette crise écologique s'ajoute une autre menace. L'insécurité grandit, alimentée par des groupes armés. Abandonnés, les jeunes sans travail ni avenir deviennent des proies faciles. Quand l'espoir s'amenuise, l'extrémisme s'infiltre et la violence s'installe peu à peu comme une normalité. Prenons un exemple concret. Dans la région du Soum, au nord du Burkina Faso, plusieurs villages ont été littéralement rayés de la carte en moins de 10 ans. La population a chuté de moitié, les écoles ont fermé, et la route principale, jadis animée, n'est plus qu'une bande de sable vide. Les attaques de groupes armés se multiplient, profitant du vide laissé par l'exode massif des habitants. Le Burkina Faso, cœur vulnérable du Sahel, incarne cette fragilité. Ici, l'État affronte non seulement la nature, mais aussi la dépendance envers l'aide extérieure. Sanctions internationales, conditionnalité, méfiance. Tout pèse sur un pays que l'on dit fragile, soumis à la volonté des autres. Il y a quelques années,
Une grave crise alimentaire a nécessité l'intervention de la FAO et du Programme alimentaire mondial, qui ont distribué des rations d'urgence à des centaines de milliers de personnes. Mais ces aides ponctuelles n'ont pas permis de reconstruire durablement l'autonomie alimentaire du pays. La dépendance s'est même accentuée. Fermer les yeux sur le Sahel, c'est accepter qu'à chaque saison, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants perdent leur foyer. C'est laisser la peur et l'instabilité s'enraciner, condamnant une région entière à l'oubli. Pourtant, une promesse émerge au cœur de cette tempête, celle d'un renouveau porté par le président Ibrahim Traoré. Reverdir la terre, offrir un avenir à la jeunesse, redéfinir la trajectoire du Burkina Faso. Mais cette ambition, immense, nourrit autant d'espoir que de doute. Le projet du président Traoré suscite un élan inédit, mais il soulève aussi des interrogations profondes. Comment transformer ces promesses en réalité pour tout un peuple? Un président jeune, contesté et ambitieux mise tout sur un pari inédit, remettre le destin du Burkina Faso entre les mains de millions de jeunes arbres. Ibrahim Traoré galvanise la nation avec une vision simple et vertigineuse. Reverdir le Sahel grâce à la force et à l'espoir de la jeunesse. Dès les premiers jours, des milliers de jeunes répondent à l'appel. Pelle à la main, ils sillonnent villages et campagnes, plantent, creusent, rêvent à des emplois dignes. Le projet n'est pas qu'environnemental. Il s'attaque aussi à la pauvreté, au chômage massif et à la spirale de l'exil qui ronge une génération privée d'avenir. Pour illustrer cet élan, citons l'histoire de Mariam, 20 ans, qui a quitté son village du Yatenga pour rejoindre un chantier de plantation. Elle explique. Ici, on ne plante pas seulement des arbres, on plante notre avenir. Si ce projet fonctionne, je pourrai rester, travailler, construire une famille. Sinon, je devrais partir à Ouagadougou ou tenter ma chance au Ghana. Mais planter un arbre devient ici un acte de souveraineté. Pour Traoré, c'est une révolution politique et sociale, une manière de dire non à la dépendance, non à l'attente de l'aide occidentale. Il veut tracer une route neuve, même sur une terre craquelée par la sécheresse. Dans les médias, dans la rue, le projet se transforme en défi lancé à l'histoire. L'image du président plantant le premier arbuste électrise les foules, ravive une unité nationale trop souvent égarée. Chacun veut croire que la dignité peut s'enraciner dans la terre. Derrière la ferveur, des doutes s'installent. Peut-on vraiment mobiliser et former des centaines de milliers de jeunes sans moyens solides? Qui garantira que chaque arbre survivra au vent brûlant du Sahel? La réussite repose sur la logistique, l'irrigation, la persévérance, des écueils qui ont déjà fait échouer tant de promesses. Pour mieux comprendre, rappelons le destin de la Grande Muraille Verte, initiée en 2007 par l'Union africaine. L'objectif était de planter 8000 km de végétation du Sénégal à Djibouti. 16 ans plus tard, moins de 15% des objectifs initiaux ont été atteints, en grande partie à cause du manque de suivi, de financement et d'implication locale. Beaucoup de parcelles sont aujourd'hui à l'abandon, faute d'irrigation et de protection contre les animaux. L'argent devient vite un point d'interrogation. Où trouver les fonds nécessaires? Comment éviter que la corruption ne dilapide les ressources ou que la précipitation n'engendre scandale et désillusion? Beaucoup craignent que l'enthousiasme ne s'étiole, laissant derrière lui des forêts fantômes et des rêves brisés. La cérémonie de lancement, sous l'œil des caméras du monde entier, condense toutes les ambiguïtés. Pour certains, c'est le début d'une ère nouvelle. Pour d'autres, un pari hasardeux où le pays risque de perdre bien plus que du temps ou de l'argent. Pour Traoré, l'enjeu est immense. Sa légitimité et l'unité de la nation dépendent de la réussite de ce pari vert. Un échec pourrait briser l'élan, fragiliser le pouvoir et replonger le Burkina Faso dans le doute et l'instabilité. Mais derrière les discours et les images d'unité, une question obsède le pays. Comment passer du rêve à la réalité? Les premiers obstacles ne tardent pas à surgir sur le terrain. L'avenir du Burkina Faso pourrait-il dépendre de la survie de chaque jeune pousse? Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de planter quelques arbres. Tout un pays se joue sous la lumière fragile de ses semis, enracinés à peine dans la poussière du Sahel. Si le pari est gagné,
le Burkina Faso deviendrait un modèle pour tout le continent africain. Sécurité alimentaire renforcée, milliers d'emplois pour une jeunesse avide d'opportunités, espoir plus fort que l'extrémisme. Le pays deviendrait maître de son destin. Sa voix résonnerait de façon inédite sur la scène politique, symbole d'un renouveau africain. Prenons le cas de l'Éthiopie, qui, en 2019, a relevé un défi similaire. Planter plus de 350 millions d'arbres en une seule journée. Ce record mondial a changé l'image du pays, prouvant que la mobilisation massive peut transformer le paysage, raviver la fierté nationale et attirer les regards du monde entier. Mais cela n'a été possible qu'avec une organisation rigoureuse, un suivi citoyen et une volonté politique sans faille. Mais si ce rêve s'effondre, une nouvelle déception guette les Burkinabés, risquant d'élargir la fracture sociale. L'échec nourrirait la frustration, attiserait la violence et ferait reculer la confiance jusque dans les villages les plus isolés. Le Burkina Faso deviendrait un avertissement sévère, un pays incapable de tenir ses promesses, isolé face à la communauté internationale et source de doute pour les autres initiatives panafricaines. Tout repose sur les épaules du président Traoré. Son image, tout comme l'identité nationale, s'ancre ou se fissure au rythme de chaque arbre qui survit ou meurt. Une réussite ferait de lui un visionnaire, mais l'échec le renverrait à l'image d'un rêveur perdu au milieu des sceptiques. Les regards dépassent les frontières. Un faux pas au Burkina Faso pourrait ébranler la région entière, renforcer les suspicions envers les projets africains et offrir des arguments à ceux qui doutent de la capacité du continent à façonner son propre avenir. Les partenaires occidentaux, partagés entre soutien et méfiance, attendent des preuves concrètes. Les organisations internationales veulent des résultats tangibles avant de croire en cette ambition. Ici, l'équilibre est précaire. La stabilité, la confiance du peuple et la dynamique régionale reposent sur chacune de ces graines. Chacune porte le poids d'un avenir incertain, mais aussi la promesse d'un possible renouveau collectif. Pour le Burkina Faso, il s'agit peut-être d'une des dernières chances. Comment éviter que ce projet ne rejoigne la longue liste des mirages du Sahel ? Quelles actions concrètes, quelles leçons du passé permettront de transformer cette utopie verte en réalité durable ? Sans réponse claire, l'avenir demeure suspendu à un fil. Mais déjà, sur le terrain, des choix déterminants s'imposent. Planter un arbre est un geste simple. Le voir mûrir exige un engagement sur plusieurs décennies. Le rêve du Sahel ne survivra que si l'on apprend des erreurs passées et qu'on affronte sans détour les véritables défis du terrain. Premier pilier, l'infrastructure. Sans réseau d'irrigation solide, même des milliers de jeunes pousses ne résisteront pas à la soif du désert. Il ne s'agit pas de mobiliser une fois la population pour une plantation symbolique, mais d'assurer l'accès à l'eau, d'entretenir les systèmes de goutte à goutte, et de prévoir un budget pérenne pour la maintenance, année après année. Trop de projets se sont effondrés faute de suivi. Un exemple frappant nous vient du Niger. En 2015, un projet de reboisement dans la région de Maradi a permis, grâce à l'installation de puits et de systèmes d'irrigation solaire, de maintenir vivants plus de 90% des arbres plantés, contre à peine 20% dans les zones sans infrastructure. Cela démontre que la réussite dépend avant tout de l'accès à l'eau et de la maintenance des équipements. Deuxième clé, la transparence. Chaque centime investi doit pouvoir être tracé et contrôlé par tous. L'argent volatilisé dans des circuits obscurs ne fait qu'alimenter la défiance et saboter les efforts communs. Impliquer les habitants dans la prise de décision leur donne une raison de défendre chaque arbre. Sans leur adhésion, aucun écosystème ne résiste longtemps. Pour renforcer la transparence, certains villages burkinabés ont mis en place des comités de suivi comprenant des représentants des femmes, des jeunes, des anciens et des autorités locales. Ces comités contrôlent l'utilisation des fonds, surveillent les plantations et publient chaque trimestre un rapport public. Cette démarche a permis de limiter les détournements et de renforcer l'adhésion populaire. L'avenir du Sahel se joue aussi dans les écoles. Confier aux jeunes la gestion des pépinières, c'est leur offrir des emplois, mais aussi transmettre une fierté et un savoir-faire essentiel. Formés et responsabilisés, ils deviendront les sentinelles de cette ceinture verte, pourvu qu'on leur accorde autonomie et confiance.
Dans la commune de Koudougou, un lycée agricole a lancé un programme pilote. Chaque élève gère un carré de plantation, apprend à reconnaître les espèces locales, à les arroser et à les protéger des animaux. Les meilleurs élèves reçoivent une bourse pour poursuivre des études en agroforesterie. Ce modèle pourrait être dupliqué dans tout le pays, créant une génération de gardiens du Sahel, fiers et compétents. Mais il faut veiller à l'équité territoriale. Reverdir uniquement les alentours de la capitale reviendrait à creuser les fractures. Chaque province doit bénéficier du projet. Si une région se sent oubliée, c'est l'unité nationale qui vacille et les tensions qui s'exacerbent. L'histoire récente le prouve. Lors d'un programme de développement rural dans les années 90, l'exclusion des régions du Sahel central a provoqué des vagues de protestation et renforcé le sentiment de marginalisation. Leçon à retenir. L'équité n'est pas un luxe, mais une condition de la paix sociale. Enfin, tout repose sur le dialogue. La diaspora, la société civile, les ONG, les partenaires étrangers, tous doivent être conviés à la table, non comme rivaux, mais comme alliés. Leur appui ne doit pas menacer la souveraineté, mais renforcer la résilience du projet, à condition que la direction demeure burkinabé. Un scénario idéal serait la création d'un Conseil du Sahel, forum réunissant représentants du gouvernement, communautés locales, scientifiques, bailleurs et jeunes leaders. Ce conseil fixerait les priorités, évaluerait les progrès et ajusterait les stratégies selon les défis du terrain. Ce type de gouvernance partagée est l'un des piliers du succès des projets de reboisement au Costa Rica ou en Inde, où l'inclusion de tous les acteurs a permis d'éviter les blocages et de garantir la pérennité des forêts. Oublier ces leçons, c'est risquer de reproduire les fiascos du passé. Ce serait condamner le rêve du Sahel à l'échec, creuser la défiance et ouvrir la voie au désenchantement collectif. En définitive, le destin du Sahel et du Burkina Faso repose sur l'engagement de chacun. Le défi n'est plus seulement de planter, mais de bâtir une vision capable de résister aux tempêtes et à la lassitude. Mais, derrière chaque plan d'action, subsiste la question cruciale. À qui profite vraiment cette renaissance verte? Les doutes sur la sincérité du pouvoir persistent, et les premiers signes de tension émergent déjà. Dans plusieurs localités, certains accusent le projet de privilégier les zones fidèles au pouvoir ou de servir de vitrine politique. On entend des critiques sur la répartition des contrats, la gestion des emplois temporaires et l'absence d'évaluation indépendante. D'autres craignent que la pression pour afficher des résultats rapides ne pousse à sacrifier la qualité des plantations ou à maquiller les chiffres. Alors, ce rêve de reverdir le Sahel prendra-t-il enfin racine, ou n'est-ce qu'une promesse de plus vouée à s'effriter sous le vent brûlant? Pour dépasser ces doutes, il serait judicieux d'instaurer une journée nationale de la transparence, où chaque année, les responsables du projet rendent des comptes publiquement, chiffres à l'appui, devant les citoyens et les médias. Une telle démarche, inédite dans la région, pourrait restaurer la confiance et inspirer les pays voisins à suivre l'exemple. Après ce long chemin, une certitude demeure. Tout ne se jouera ni dans les discours inspirés, ni dans les images frappantes. Le véritable verdict sera rendu par les gestes, la vigilance de chacun, et notre capacité collective à dissoudre la méfiance née de décennies de promesses brisées. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est colossal. Restaurer la dignité, rétablir la confiance, garantir la sécurité alimentaire, offrir un avenir à une jeunesse avide d'espoir, tout en affirmant une souveraineté tant convoitée. Mais aucun arbre ne prospère sans racines profondes. La réussite exigera une gestion irréprochable des fonds, un engagement inébranlable des communautés et une patience robuste face aux saisons capricieuses. Nous voici à un tournant historique, là où l'écologie se mêle à la politique, où chaque graine plantée porte l'espérance d'une société plus résiliente et indépendante. Pourtant, l'histoire du Sahel est une mise en garde. Sécheresse, pauvreté, extrémisme et regards extérieurs pèsent toujours comme des menaces tangibles. La question s'adresse à nous tous. Serons-nous de simples témoins d'un nouveau projet présidentiel ou deviendrons-nous les gardiens attentifs de cette promesse fragile? Votre voix compte. Le Sahel et le Burkina Faso n'appartiennent pas qu'aux décideurs ou aux bailleurs internationaux. Ils appartiennent d'abord à leurs enfants,
leurs agriculteurs, leurs rêveurs et à celles et ceux qui refusent d'abandonner la terre. Partagez votre avis. Ce projet peut-il vraiment transformer l'avenir du pays ou n'est-il qu'un mirage supplémentaire ?